Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prend la présidence de l'Union africaine. C'était ce samedi à l'occasion de l'ouverture du 34e sommet de l'organisation continentale. Le président congolais succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Plus de transparence sur la gestion de la manne pétrolière, c'est la voie dans laquelle s'est engagé l'État du Cameroun qui a révélé le montant des interventions directes de la Société nationale des hydrocarbures entre 2016 et 2017, des interventions d'un montant de 383,4 milliards de francs CFA. Et la sécurisation du foncier au Bénin, une problématique majeure pour le pays où les villes connaissent une urbanisation incontrôlée, une insécurité foncière. Certains organismes, mais aussi des entreprises participent à l'effort d'assainissement du foncier lancé par le gouvernement. Le 34e sommet de l'Union africaine se poursuit ce dimanche, événement virtuel cette année en raison de la pandémie. La crise sanitaire est d'ailleurs au programme des discussions avec la question centrale de l'approvisionnement en vaccins qui fait l'objet d'une course effrénée au niveau mondial. Le sujet sera d'ailleurs au cœur de la présidence de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo qui a pris la tête de l'organisation panafricaine ce samedi pour une année. Il succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, remplace le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa à la tête de l'Union africaine. Le dirigeant congolais a débuté son mandat d'un an ce 6 février 2021 à l'ouverture de la 34e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un mandat placé sous le signe du développement et du renforcement des acquis de l'organisation panafricaine autour de 9 piliers, la paix, la sécurité et la lutte contre le Covid-19 notamment. Dans une stratégie avec les communautés économiques régionales, nous allons conjuguer nos efforts pour renforcer la paix et la sécurité, poursuivre l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, promouvoir une renaissance de la culture, des arts et du patrimoine africain, lutter contre les changements climatiques, accélérer les projets intégrateurs. C'est dans un contexte de turbulence que le président Félix Tshisekedi va présider l'Union africaine pour l'année 2021. Si sa nouvelle fonction va établir son image sur le continent, des observateurs attendent que le chef d'État congolais emploie son mandat à faire avancer la résolution des conflits politiques et sécuritaires qui minent son pays, la République démocratique du Congo. Nous devons continuer à implémenter les réformes institutionnelles nécessaires pour faire de l'Union africaine une organisation souveraine. En ce moment où l'Afrique du Sud passe le relais à la République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à collaborer avec le président Tshisekedi pour s'assurer que l'Afrique devienne un continent intégré et politiquement uni, en respect des idéaux et de la vision de la Renaissance africaine. L'année écoulée a été pleine de défis pour les pays du continent africain. La pandémie de Covid-19, les restrictions dues à cette pandémie et leurs effets sur les économies, mais aussi la montée des crises sécuritaires ont marqué l'année 2020 sous la présidence de Cyril Ramaphosa à l'Union africaine. Le vœu du président sortant de l'organisation panafricaine, renforcer l'intégration continentale et poursuivre les réformes de l'Union africaine. Dans l'actualité également, la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. Lors d'une session plénière de la commission mixte de suivi et d'évaluation, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, David Scherer, a mis en garde contre les violences au niveau local qui pourraient perturber et ralentir les réformes liées à l'application de l'accord de paix. Il a également exhorté les autorités sud-soudanaises à intensifier leurs efforts pour la mise sur pied des forces unifiées, la formation des institutions de l'État et la finalisation de la Constitution, des préalables nécessaires à l'organisation des élections.
Et les autorités sud-soudanaises également attelées à la reconstruction économique du pays. Parmi les chantiers prioritaires, la réhabilitation du réseau national électrique. L'objectif est d'étendre le système de distribution de Juba, la capitale, vers les zones périphériques. Une amélioration du réseau qui passera notamment par une augmentation de la capacité électrique. Nelly Claude Bessa. Alors que le Soudan du Sud sort des décombres de la guerre civile, ses dirigeants commencent à construire le secteur électrique du pays. En effet, le pays multiplie les stratégies de développement du secteur électrique afin d'étendre les systèmes de distribution des villes vers les zones rurales. Le pays ambitionne la réhabilitation du réseau national par le remplacement des infrastructures, l'entretien du réseau et l'expansion, selon les responsables de la société publique d'électricité du Soudan du Sud. Diversifier les sources d'énergie du pays en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et bien sûr utiliser les ressources pétrolières pour mettre en place des centrales énergétiques, mais des centrales de très basse puissance, parce que toute la puissance énergétique devrait se focaliser sur des énergies alternatives et puis regarder aussi la possibilité d'importer l'énergie des pays voisins. En novembre 2019, la South Southern Electricity Corporation a commencé à exploiter la première section du réseau de distribution réhabilité de Juba. Le service public travaille à établir ou à étendre les interconnexions avec le Soudan, l'Ouganda et l'Éthiopie pour atteindre l'intérieur du Soudan du Sud. Ezra Group a ouvert une centrale au mazout de 33 MW et annoncé son intention de construire 100 MW de capacité totale de combustible fossile au Soudan du Sud d'ici 2021. L'électrification en périphérie va permettre de redynamiser l'ensemble du pays et de créer des équilibres, car on sait que malheureusement dans nos pays, l'essentiel de l'énergie est concentré au centre et cela va permettre de diversifier l'économie et d'avoir une croissance qui soit le plus homogène dans tous les secteurs du pays et dans toutes les villes. Avec un projet hydroélectrique proposé de 120 MW près de Juba, le pays recherche activement des investisseurs pour aider au développement des ressources hydroélectriques et a lancé un appel à consultants pour aider à l'élaboration du programme de développement des énergies renouvelables du pays. Le Cameroun engagé dans la voie de la transparence quant à la gestion de la manne pétrolière. Les autorités ont ainsi révélé le montant des interventions directes de la Société nationale des hydrocarbures. Ces interventions directes, ce sont les dépenses effectuées par la SNH pour des structures et ce à la demande de la présidence. Entre 2016 et 2017, ces interventions directes se sont élevées à 383,4 milliards de francs CFA. Philomène Tine. Depuis la publication du rapport 2019 de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, qui stipule qu'en 2 ans, de 2016 à 2017, les interventions directes de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun se sont élevées à 383,4 milliards de francs CFA. Le pays a entrepris de faire un pas vers la transparence dans la gestion de la rente pétrolière. C'est ainsi que le gouvernement a rendu public les interventions de la SNH en faveur de certaines structures, notamment le bataillon d'intervention rapide qui a bénéficié d'un montant de 109,1 milliards de francs CFA en 2017. Pour ce qui est de l'engagement de réduire de 50% les interventions directes de la SNH dans les opérations financières de l'État, il faut déjà relever que globalement, le gouvernement se situe dans une logique de diversification de ses recettes et donc de ce point de vue, stratégiquement, les recettes pétrolières doivent occuper de moins en moins d'espace dans les prévisions budgétaires avec un accent mis sur le développement industriel. Les interventions directes de la SNH sont des paiements des dépenses de certaines structures effectuées directement par cette société d'État avec l'argent du pétrole vendu pour le compte de l'État à la demande de la présidence de la République. Elles permettent de répondre à des urgences essentiellement sécuritaires de manière rapide et flexible. Dans le cas spécifique de la SNH, nous pouvons affirmer que les progrès ont été effectifs. Cela s'illustre aussi bien dans l'inscription de ces recettes dans le budget de l'État que dans sa disposition à communiquer
porter sur l'affectation de ces ressources aux différentes dépenses et investissements publics. Avec plus de 7400 milliards de francs CFA reversés au trésor public camerounais au cours des 15 dernières années, la SNH serait ainsi la plus importante entreprise de par sa contribution dans les caisses de l'État camerounais. Le gouvernement béninois avait approuvé au mois de décembre dernier des mesures d'assainissement du foncier partant du constat d'une urbanisation incontrôlée des villes et qui entraîne une insécurité foncière pour les populations. Des entreprises, à l'instar du groupe Bio, contribuent à cet assainissement. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Après son baccalauréat série G2, Eugène Semegan Legba a été diplômé de l'ENEAM et devient technicien supérieur en gestion des entreprises. Au cours de ses multiples stages, il a remarqué le besoin pour les Béninois de posséder une parcelle sécurisée. Ceci a engendré la création de l'établissement Bioservice Plus en 2016. Pour l'atteinte de ses objectifs, son entreprise a progressé et entre 2017 et 2020, elle a changé de statut et devient groupe Bio de sociétés anonymes. L'une s'occupe de l'import-export, la vente de matériaux de construction et agrobusiness et l'autre est spécialisée dans l'immobilier et le foncier. Vous avez essayé de voir nos locaux. Nous avons beaucoup de cadres compétents dans le domaine, de juristes de renom, ce qu'il faut pour accompagner la population. Deuxième chose, nous avons mis les ressources nécessaires qu'il faut, de sorte que quand vous venez à Bioservice Bénin aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir un lien commercial direct avec le propriétaire terrien, puisque c'est des biens déjà achetés par Bioservice Bénin SA, sécurisés par nos cabinets de notaires et tout, donc exemple de tout vice juridique que nous mettons pour accompagner la population de façon sécurisée. Eugène Semegan Legba a cumulé une dizaine d'années d'expérience dans l'immobilier et le domaine foncier. Pour relever des défis dans ces secteurs, il a opté pour la rigueur, la confiance et a misé sur les ressources humaines. Ces constituants font la force du groupe Bio. Nous voudrions démystifier le fait que d'avoir une parcelle est pour les nantis où il faut avoir de l'argent avant d'avoir une parcelle. Nous avons innové dans ce sens, de sorte que quelle que soit votre couche sociale aujourd'hui, votre niveau, vous pouvez vous acquérir d'une parcelle. Deuxième chose, installer une sorte de confiance, de sécurité dans le foncier, si bien que même si vous n'êtes pas au Bénin, vous pouvez investir en sachant très bien que vous investissez dans un pays sécurisé dans le foncier. Eugène Semegan Legba entend œuvrer afin d'accompagner les structures étatiques dans le cadre des réformes foncières. A noter que le groupe Bio dispose de 4 agences, notamment à Cotonou, Porto Novo, Boïcon et Parakou. La Tanzanie, à contre-courant, le pays n'a pas l'intention de commander l'un des vaccins contre le coronavirus, en tout cas pas pour l'instant. Le gouvernement a d'ailleurs décidé de privilégier la médecine traditionnelle et notamment les remèdes à base de plantes, avec démonstration à l'appui par la ministre de la Santé, Joëlle Maribalo. Au moment où le monde s'empresse d'acquérir le vaccin anti-Covid-19, les autorités tanzaniennes méfiantes décident de se tourner vers la médecine traditionnelle. Cette opération vise à promouvoir des remèdes traditionnels dont certains, fabriqués localement, ont même déjà été approuvés par les services compétents du pays. Pour l'instant, la Tanzanie n'a pas l'intention d'importer l'un des vaccins utilisés dans d'autres pays, tant que nous ne sommes pas convaincus qu'ils ont été cliniquement prouvés sans danger. Nous devrions être un bon modèle pour nos pays voisins dans l'amélioration de notre hygiène personnelle et l'utilisation de nos plantes locales pour traiter non seulement la Covid-19, mais aussi l'asthme, la grippe et d'autres maladies. Depuis le 1er février 2021, le gouvernement tanzanien a lancé une campagne nationale pour promouvoir la thérapie à la vapeur. Une thérapie qui consiste en une concoction d'herbes infusées de Nîmes, de gingembre, de l'ail et des citrons pour renforcer l'immunité et freiner la propagation de la Covid-19. La médecine traditionnelle, même si c'est un placebo, est très utile pour la prise en charge de Covid. N'oublions pas aussi que le Covid, nous le savons déjà, que 90% des personnes guérissent de manière naturelle et spontanée, quel que soit le pays, la zone ou l'endroit d'où il vient. Le Covid, effectivement, oui, a besoin de tout type de médicaments s'il pourrait aider la personne à se sentir mieux.
Selon les membres du gouvernement tanzanien, l'existence d'une maladie ne crée pas en soi un vaccin, ni ne signifie qu'il est facile d'en fabriquer un. S'il existe une urgence mondiale pour l'acquisition d'un vaccin anti-Covid-19, l'urgence en question ne s'applique pas à la Tanzanie car, en termes de chiffres, depuis l'apparition du premier cas, la Tanzanie dénombre 509 cas confirmés pour 21 décès. Et la Guinée prend la 3e place du CHAN 2021. La sélection guinéenne s'est imposée ce samedi face au Cameroun, pays hôte de cette compétition. Une victoire sur un score final de 2-0. La grande finale du CHAN se joue ce dimanche et opposera le Maroc au Mali. Les Lions de l'Atlas, détenteurs du titre de champion d'Afrique des Nations. Le match se jouera au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Rencontre à suivre dès 19h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.